Au sommaire ce soir, le rapport annuel d'Amnesty International sur les droits humains, un document qui fait froid dans le dos, traitement des civils dans les conflits armés, discrimination, mais aussi développement de l'intelligence artificielle ou encore conséquences du changement climatique. Bonsoir Jean-Claude Samouillet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président d'Amnesty International France. Un an d'enquête, 155 pays analysés à travers 80 chercheurs et chercheuses indépendants et impartiaux. Lors de la présentation de ce rapport, Agnès Callamard, qui est secrétaire générale d'Amnesty, a dit ceci: l'ordre mondial d'après-guerre est au bord de la rupture. L'idée, c'était de choquer, de marquer les esprits. Non, c'est plus que ça, c'est un constat. C'est un constat parce que, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste, après Hiroshima, après Nagasaki, après les bombardements de civils, les 55 millions de morts civils, dont 6 millions de juifs qui sont passés par les chambres à gaz, les puissants de ce monde se sont dit plus jamais ça. Et leur première action, c'était de créer un système multilatéral, c'était de créer l'ONU, de façon à gérer un peu le vivre ensemble de la communauté internationale. Et la première mission qui a été confiée à l'ONU, c'est d'écrire la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît à chaque homme, à chaque être humain, une trentaine de droits fondamentaux. Et ce système multilatéral était chargé de faire respecter ces droits fondamentaux. Et on se rend compte aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine, mais avec ce qui se passe dans la bande de Gaza et ce qui s'est passé le 7 octobre au sud d'Israël, ce qui se passe au Soudan ou ce qui se passe au Myanmar, que ces droits fondamentaux sont violés de façon systématiquement et sans que les puissants de ce monde, ceux qui sont chargés justement de réguler... Mais pourquoi? Parce que les puissants sont impuissants ou parce qu'il faut réformer le Conseil de sécurité Parce qu'il faut réformer le Conseil de sécurité de l'ONU et notamment ce droit de veto qui appartient aux 5 membres permanents de ce Conseil de sécurité, qui normalement devrait être utilisé pour sauvegarder la paix dans le monde et sauvegarder le respect des droits fondamentaux, et qui en fait n'est utilisé que pour couvrir les exactions qui sont commises dans les différentes zones d'influence de ces membres du Conseil de sécurité. Alors vous avez cité Gaza et Israël, vous dénoncez les multiples violations du droit international humanitaire commises par Israël à Gaza. D'après Amnesty, en réaction à l'attaque du 7 octobre du Hamas, vous avez alerté, donc on l'a dit, sur la défaillance des mécanismes internationaux, et vous dites, les mots sont importants, qu'il y a des signes avant-coureurs, en tout cas ce rapport d'Amnesty International, qu'il y a des signes avant-coureurs d'un génocide à Gaza. Quels sont ces signes avant-coureurs ? Nous nous basons sur la déclaration, sur la décision de la Cour internationale de justice, qui demande à Israël de prévenir tous les risques de génocide. Et il y a une convention très importante qui a été votée le 9 décembre 1948, juste avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est la Convention contre le crime de génocide, qui oblige tous les États parties, dont la France, mais dont l'immense majorité des États, de prévenir tout risque de génocide. Et nous, on constate qu'il y a des bombardements indiscriminés, qu'il y a des bombardements délibérés de zones d'habitation civile ou d'infrastructures civiles, des écoles, des marchés, des mosquées, des églises, des hôpitaux, que les biens de première nécessité n'arrivent pas ou arrivent au compte-gouttes, et on a affaire à une population qui est au bord de la famine, si ce n'est déjà en situation de famine. Elle n'a pas de pétrole pour faire marcher les hôpitaux, les groupes électrogènes des hôpitaux, les usines de dessalement d'eau de mer. Elle n'a pas de médicaments, elle n'a pas de nourriture, elle n'a pas d'eau potable. Et tout ceci, ce sont des risques, effectivement, de génocide, comme l'a souligné la Cour internationale de justice. Alors, et nous avons le devoir, les États ont le devoir de prévenir ce risque de génocide. Alors ça remonte à il y a plus de 6 mois, forcément, c'était l'attaque du Hamas du 7 octobre. Israël a reproché à de nombreuses ONG, dont la vôtre, de ne pas avoir assez fermement, ou tout simplement de ne pas avoir condamné les attaques du Hamas. Dès les premiers jours, nous avons condamné l'attaque du Hamas en disant que c'était un crime de guerre, que c'était, on s'attaque pas à des civils, on n'exécute pas des civils, on ne prend pas des civils en otage. Pour nous, c'est un crime de guerre. Nous l'avons condamné avec la plus grande vigueur. Nous avons fait notre travail. Et aujourd'hui, nous avons une équipe qui est chargée d'enquêter, de faire un rapport sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Autre conflit, pas forcément médiatisé ailleurs, mais qui l'est sur TV5 Monde, c'est la guerre civile au Soudan. Vous en parlez évidemment dans ce rapport. Oui, c'est une guerre qui est terrible et qui effectivement est moins médiatisée, mais 14 700 morts depuis un an. Là aussi, des quartiers densément peuplés qui sont pris pour cible par les différents belligérants, des viols et des violences sexuelles qui sont utilisées comme armes de guerre, et plus de 10 millions de déplacés, dont 1,4 million de réfugiés à l'étranger, et une population qui est au bord de la famine, puisque 46% de la population soudanaise
13 est en situation de grand risque alimentaire. Et ce rapport évoque aussi la peine capitale, la peine de mort. On va parler de l'Iran maintenant avec ce célèbre rappeur iranien Toumaj Salehi. Il a été condamné à mort par un tribunal en Iran hier, pas plus tard qu'hier, parce qu'il avait apporté son soutien au mouvement de contestation pacifique de 2022. C'était après la mort de la jeune Mahsa Amini, contrôlée par la police des mœurs pour un voile selon cette police mal portée. Une condamnation à mort inacceptable, dénonce aujourd'hui Paris. La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, que nous avons joint, nous parle de ce rappeur Toumaj Salehi. Écoutez. En critiquant la corruption d'une part, la corruption économique, la répression, il a vraiment fait un bras de fer avec le régime, quoi, à lui tout seul. Et dans tout ce qu'il dit, évidemment, il les dérange. Et lorsqu'il a été arrêté en septembre 2022, donc très peu de temps après le début du soulèvement Femmes Vie Liberté, 30 septembre, il était déjà en prison. Il a passé plusieurs mois. À peine il a été libéré, il a fait une nouvelle vidéo, une déclaration où il a parlé de tout ce qu'il avait subi. Mais une semaine après, il était arrêté de nouveau. Donc voilà, il tient tête, quoi. Entretien à revoir dans son intégralité sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de TV5 Monde. Jean-Claude Samouillet, une réaction à cette condamnation à la peine de mort en Iran? C'est horrible. C'est horrible. Il y a eu 853 exécutions en Iran en 2023, ce qui en fait le deuxième pays après la Chine qui exécute le plus, qui recourt le plus à la peine de mort pour des cas de trafic de drogue, mais également quand on est un dissident, quand on est un opposant politique, quand on dit des choses qui ne conviennent pas au gouvernement en place, on est condamné à mort en Iran et on est exécuté après des procédés iniques qui ne respectent pas les normes minimales de justice. Et c'est quelque chose de terrible. La population iranienne subit une répression absolument horrible depuis le début du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il y a des hommes, il y a également beaucoup de femmes qui subissent cette persécution, qui sont arrêtées parce qu'elles ne portent pas le voile ou qu'elles le portent mal, qui sont torturées en prison, qui sont violées dans les commissariats ou en prison. Et tout ceci est infernal. C'est vraiment une situation qui est catastrophique en Iran. Alors plus les années passent et plus ce rapport, alors il l'a toujours fait, mais plus la place de l'Europe, si je puis dire, et des pays démocratiques d'Europe de l'Ouest apparaissent dans vos rapports, et pas dans des termes, et pas sous un jour favorable. Quelques mots sur la France. Pourquoi est-ce qu'il y a une inquiétude d'Amnesty concernant la France? On assiste depuis une vingtaine d'années à une restriction des libertés publiques en France, notamment le droit de manifester. On a pu le constater lors des manifestations contre la réforme des retraites, contre des manifestations pour la justice climatique, telles qu'à Sainte-Soline, pour des manifestations contre les violences policières suite à la mort de Noël. Il y a de plus en plus de manifestations qui sont interdites ou un dévoiement des procédures pénales puisqu'il y a des délits de rébellion, des délits de possession d'armes par destination, enfin des délits tellement larges que c'est la porte ouverte à tous les abus. Il y a des interdictions administratives de manifester. Il y a des recours disproportionnés aux forces de police avec l'utilisation d'armes de guerre, hein, des grenades assourdissantes ou des grenades de désencerclement ou des LBD 40 qui éborgnent, qui amputent. Donc effectivement, il y a une restriction du droit de manifester en France. Il y a également des pratiques policières que nous considérons comme étant racistes ou discriminatoires de façon systémique. C'est les contrôles d'identité, par exemple dans les quartiers. On sait qu'un jeune noir ou un jeune de type arabe a 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé, et ceci plusieurs fois par jour, que leurs copains de peau blanche. Donc c'est absolument inadmissible. Est-ce que vous prenez position sur l'affaire en France de convocation par la police judiciaire pour apologie de terrorisme? Il s'agit du conflit israélo-palestinien, notamment Mathilde Panot, chef du groupe parlementaire LFI à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez pris position publiquement sur Oui, apologie du terrorisme, c'est quoi? C'est tellement vague également comme définition que finalement c'est la porte ouverte à tous les abus. Il faut qu'on puisse s'exprimer en France, même si ça ne convient pas aux gens qui ont le pouvoir. Il faut qu'on puisse s'exprimer, il faut qu'on puisse manifester. Et c'est vraiment les règles démocratiques, c'est les règles de vie de notre société. Et on n'a pas à être poursuivi parce qu'on utilise notre liberté d'expression, de manifestation. Alors, il nous reste vraiment moins d'une minute, mais c'est pour inciter, je pense que nos téléspectateurs ont déjà envie d'aller plus loin et de lire votre rapport à Amnesty. L'intelligence artificielle, pourquoi elle inquiète de plus en plus? Alors que c'est un outil qui peut avoir des champs très positifs en sciences, en médecine, en diagnostic. Elle inquiète parce qu'elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas limitée, il n'y a pas de règlements internationaux, il n'y a pas de règles d'utilisation. Mais elle sert à la répression?
Déjà, elle sert déjà à la répression. Elle a quelques biais discriminatoires, en fait, dans les algorithmes, et elle peut servir à la répression si on l'utilise en lien avec la reconnaissance faciale, ce que nous souhaiterions interdire complètement. Nous ne sommes pas a priori contre l'intelligence artificielle, mais contre le manque de règlement et le manque d'encadrement de cette intelligence artificielle, cette nouvelle technologie, telle que les systèmes intrusifs de téléphone ou la surveillance numérique ciblée ou de masse. Il faut absolument contrôler, émettre des règlements et des conventions internationales pour l'utilisation de cette nouvelle technologie. Merci beaucoup Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, d'être venu nous parler donc de ce nouveau rapport publié hier.